Madame, Messieurs, merci de suivre ce magazine au delà de l'actualité. Ce numéro de delà de l'actualité est consacré au dossier judiciaire en République démocratique du Congo. Et nous recevons pour vous Prince Epengue, président de l'ADD Congo et cadre de la MOCA. Avec lui, nous allons analyser les dossiers judiciaires en République démocratique du Congo. Il y a l'affaire du ministre de la Justice Constant Mutamba, où le procureur près la Cour de cassation a saisi l'Assemblée nationale pour la levée des immunités du ministre de la Justice, visant à autoriser l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre pour détournement présumé. Autre sujet, dossier judiciaire, c'est l'arrêt de la Cour constitutionnelle dans le procès Boukangalonzo, nous allons en parler. Et puis la levée des immunités, la question de la levée des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, sénateur à vie. Prince Epengue, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'honneur et merci à ceux qui vont nous suivre. Alors, Prince Epengue, l'actualité est vraiment judiciaire en République démocratique du Congo. Il y a tout d'abord cette information, cette nouvelle information, nouveau dossier judiciaire. C'est le procureur près la Cour de cassation qui a saisi l'Assemblée nationale pour la levée des immunités du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Comment vous avez perçu cette information ou cette saisine du procureur près la Cour de cassation? Bon, nous supposons que l'auteur de la saisine disposerait des preuves sur base desquelles il formule cette demande de levée des immunités. Depuis quelques jours, on entend parler d'une affaire de détournement, même si l'on est un peu étonné de la sérénité de caractère urgent de ce qui s'est fait autour de ces dossiers. On se pose la question si le ministre Mutamba avait des ennemis partout, tellement tout le monde s'en prend dans ce dossier. C'est pas parce qu'il doit prêcher par l'exemple, étant que ministre de la Justice, évidemment, il a toujours eu des fouets derrière lui. Évidemment, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que début de son mandat, il a fait beaucoup de bruit. Ça, il faut le dire. Et quand on fait beaucoup de bruit, finalement, on gêne beaucoup de gens aussi. On doit aussi se contrôler. Et on doit aussi être un exemple. Plus on monte, plus on doit prêcher par l'exemple. Ça, c'est vraiment un principe. Maintenant, l'on ne peut pas dire qu'il est coupable. On ne peut pas non plus dire qu'il est innocent. Peut-être que la démarche qui est amorcée, c'est pour faire triompher la vérité. La vérité qui peut être bénéfique pour celui qui est accusé, comme pour ceux qui accusent. Donc, à ce niveau ici, on laisse faire la démarche. Et on verra la suite, ce que ça donne. Donc il n'en est rien d'un acharnement, parce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, lorsque le président Vital Kamerhe a annoncé cette démarche du procureur près de la Cour de cassation, les députés ont applaudi. Ah, mais c'est ce dont je vous parlais. Pourquoi Mutamba gênerait autant de gens? C'est ce que je voudrais savoir. Pourquoi le simple fait que Vital Kamerhe annonce que il a été saisi pour le dossier des détournements supposés ou réels, que quand il cite le nom de Mutamba, tous les députés applaudissent. Parce qu'elle gêne. Parce que Mutamba générait tous ces députés, Mutamba générait beaucoup de gens, on ne comprend pas. Et ça doit quand même tiquer, ça doit quand même interroger. Ce n'est pas la première fois qu'on doit un ministre d'avoir détourné. Mais ça n'a pas créé autant de remous. Est-ce que parce qu'il était un des ministres les plus visibles du gouvernement? Est-ce que parce que, par peut-être les réformes qu'il a voulu amorcer, il a énervé beaucoup de gens? Est-ce que parce qu'il est réellement fautif, parce qu'il a réellement détourné? Tout ça, nous saurons la vérité, mais quand même, ça questionne cette unanimité des députés, du moins d'apparent, au Parlement.
Voilà, cette question ou cette affaire de Moutamba me pousse à vous poser également la question, revenir sur le changement à la tête de l'IGF. Comment vous l'avez accueilli? Parce que apparemment, l'inspecteur général aussi était en train de gêner certaines personnes. Hein. La MOCA demande une enquête sur la gestion de l'IGF par Alengueti. Nous voulons savoir. Nous soupçonnions Alengueti depuis longtemps de n'avoir pas géré de manière orthodoxe. Il y avait des primes diverses, des sommes énormes de primes qui étaient données aux responsables de l'IGF. C'est base de quoi? Il y a des enquêtes que l'on ne comprenait pas. Nous soupçonnons que l'IGF ait laissé beaucoup de cadavres dans ce placard. On avait paralysé sciemment la Cour des comptes au bénéfice de l'IGF. Pourquoi? L'IGF a béatifié certains et a érigé à veuve noire certaines personnalités ou certaines personnes. Pourquoi? Nous soupçonnons, nous n'acquitons personne, mais nous voudrions qu'il y ait des enquêtes sur la gestion de l'IGF. Et cette fois-ci, que l'enquête soit menée par la Cour des comptes, qui a été paralysée au profit de l'IGF. Nous voulons savoir. Donc du côté de l'IGF, là, il n'y a pas eu de complot hein, pour que ça puisse un peu précipiter son départ, si je peux dire ça. Mais en tout cas, celui qui l'a nommé l'avait démis. Pourquoi? Là, on ne sait pas. Mais en tout cas, au moins, le peuple a le droit de savoir. On a tant vanté l'IGF, mais on veut savoir également comment l'IGF a été géré. Voilà. Un autre dossier judiciaire, c'est Matata Ponyo, condamné à 10 ans de travaux forcés. L'arrêt de la Cour constitutionnelle a été rendu public. Comment vous, à la MOCA, à l'ADD Congo, vous avez accueilli cet arrêt de la Cour constitutionnelle, qui est du reste rejeté par la défense de Matata Ponyo? Dès le départ, de manière générale et impersonnelle, la MOCA avait posé les mêmes principes qu'il pose sous la gestion de Tshisekedi, disant que nous voulons voir la vérité dans l'affaire Bukangalozo. Des centaines de millions de dollars ont été décaissés. On nous a promis des milliers de tonnes de maïs, du riz et d'autres aliments. À la fin, rien de tout cela a été vu. Au contraire, l'argent a été bouffé. C'était un des plus grands scandales du régime Kabila. Mais nous avions dit, nous voulons qu'il y ait des bonnes et des vraies enquêtes. Pas des enquêtes qui vont cibler les noms de gens ou des individus. Des enquêtes qui vont se baser que sur des faits. Évidemment qu'on a été déçus un peu par la procédure. Parce que tantôt la Cour se saisisse, tantôt la Cour se dessaisit. Tantôt la Cour se déclare compétente, tantôt la Cour se déclare compétente, tantôt incompétente. Donc ces contradictions ont un peu siphonné la crédibilité de la procédure. Mais maintenant, la décision est rendue. Nous disons, nous prenons acte, mais nous espérons que demain, on ne va pas nous dire que c'était pour des raisons politiques qu'on a condamné. Ce n'était pas pour des raisons de règlement des comptes que certains viennent de passer à l'échafaud. Mais qu'on ne se limite pas qu'à ce dossier-là. Il faut ouvrir 100 jours. Avec Vital Kamerhe. Ne parlons pas de Kamerhe. De manière générale et impersonnelle. Nous, la MOCA, on ne voit pas les noms des gens. Parce que quand vous commencez à demander des enquêtes à se fonder sur les noms des gens, ou à citer les noms des gens, vous faussez tout. Mais quand même, on sait que quand on parle des 100 jours... Mais 100 jours, les procès 100 jours n'étaient pas les procès de Kamerhe. Si ça s'est passé ainsi, c'est parce que Kamerhe avait accepté de porter tous les péchés du monde. Et lui-même, il avait dit qu'il préférait mourir que d'exposer le président de la République. Certes, certainement qu'ils avaient passé un arrangement. Mais nous disons ici, je ne vais pas consulter Kamerhe. Je veux, moi, ici, que l'on reste sur un principe ou des principes généraux. De manière générale et impersonnelle. Y a-t-il un jaloux? Il y a l'affaire francophonie. Il y a 145 territoires dont on dit que près de 20 territoires, l'argent a été décaissé, rien n'a été fait.
qu'on ouvre l'argent des comptes pétroliers de 15 millions. L'IGF dont on parle, il faut qu'il y ait qu'on voit clair. Il faut que l'argent de comment on appelle ça, projet forage et lampadaire, tout ça, parce que si vous ne vous limitez qu'à Bukandalozo, là vous dénoncez évidemment, la politique les gens diront que mesures. C'est une justice à double vitesse, c'est une justice binaire, c'est une justice qui est un peu comme, qui ressemblerait à une toile d'araignée, où les mouches de l'opposition se font attraper et les hirondelles du pouvoir percent la lumière. Une fois arrivé dans une pièce, ça permet à tout le monde de voir. Donc là, et ça dévoile les secrets de tout le monde. C'est ce que nous souhaitons dans toutes les affaires qui ont lié sous Kabila et sous Félix Tshisekedi. Là, après, Sepeng donne raison à Matata Ponyo et sa défense qui disent que c'est politique, c'est un procès unique parce qu'il avait refusé de rejoindre l'Union sacrée. Je ne dis pas que c'est un procès politique. Parce que quand vous comparez, parce que quand vous dites non, que... nous voulons... Sinon, on dirait que... Ceux qui condamnent disent que nous voulons donner l'exemple. Oui. Parce que les détournements liés sous Kabila. Alors, si les détournements liés sous Kabila et que vous avez frappé fort, la justice frappe fort, il y a des détournements sous Félix Tshisekedi. La même procédure doit s'appliquer sous Félix Tshisekedi. C'est tout simplement ce que je veux dire par là. On doit poursuivre Nicolas Kazadi, on doit revenir tout sur les celui, encore une fois, je m'interdis de citer les noms. Tout celui qui a été soupçonné ou qui a été impliqué dans une affaire de détournement massif d'argent sous Kabila comme sous Félix Tshisekedi, qui est la vraie justice, que la vraie, les bons droits soient dits. C'est cela la position de l'ADD Congo et de l'AMUCA. Est-ce qu'en RDC, il y a une vraie justice? Parce que lorsqu'on sait que les chefs de l'État lui-même... Alors là c'est une question fondamentale. La justice est malade. Vous croyez là c'est une question fondamentale. Oui. Félix lui-même dit que la justice est malade. Et qu'est-ce que Prince Epenge dit? Et une justice malade qui va rendre des décisions qui sont saines. Voilà la nécessité de réformer tout dans ce pays, en commençant par la présidence de la République. Surtout que lui-même, le ministre de la Justice, est mis en cause. Mais c'est ça que je dis. C'est-à-dire que la justice est vraiment malade. C'est-à-dire que tout celui qui est, même les voleurs, dans ce contexte ici, va dire qu'il est innocent. Et même l'innocent peut se faire passer, on peut faire passer un innocent pour un voleur. Parce qu'on a maintenant des tribunaux, que vous, les journalistes, vous constituez d'office, ce n'est pas qui vous donne ces droits. Il y a aussi des tribunaux populaires, il y a des tribunaux, les réseaux sociaux sont devenus également des tribunaux. Donc, nous sommes dans un paysage tel que, il suffit seulement qu'on dise que vous, Madame Gisèle, vous avez volé, pour que tout le monde déjà vous mette en prison, avant même que vous n'ayez les droits ou une limite pour vous défendre, malheureusement. Donc, la justice congolaise est dans un virage qu'il faut qu'elle sache négocier, où son rôle est usurpé par les journalistes que vous êtes, mais pas également les TikTokers et les TikTokers. Et donc, c'est très difficile en ce moment. Le rôle que la justice doit jouer, voilà pourquoi nous voulons que la justice, elle, soit la lumière qui ne peut pas être usurpée par les journalistes que vous êtes et par les TikTokers et les TikTokers. C'est très important. Voilà. Pour que les innocents ne soient pas, qu'on ne coupe pas les têtes des innocents à tout bout de champ. Voilà, Prince Epenge, justice malade. Vous avez dénoncé aussi les détournements, vous êtes contre les détournements. Et alors, la peine qui a été édite à l'encontre de Matata Ponyo, est-ce qu'elle est, elle est normale, ou comment je vais dire, est-ce que ça vaut la peine, cette peine-là? Je ne suis ni juge ni avocat. 10 ans de prison, parce que d'autres personnes disent que c'est clément. Je ne suis ni juge ni avocat. Je vous ai dit ce que j'avais à dire. Nous espérons que c'est le bon droit qui a été dit. 10 ans de travaux Nous forcés. espérons que ce sont des faits, que ce n'est pas les noms de l'individu ou son visage qui a été ciblé. Sinon,
pas cette décision, l'on a reculé. Si ce sont des faits qui ont fondé la peine, qui ont inspiré cette peine-là au juge, nous prenons acte. Mais si c'est le nom ou le visage, l'histoire finira par nous rattraper, nous tous. Et la vérité finira par réhabiliter chacun d'entre nous. Donc, ma question était de savoir, est-ce que 10 ans là, ça va faire peur aux autres, ça va servir d'exemple aux autres? Mais les 10 ans ne peuvent servir d'exemple que si c'est basé sur des faits, sur des preuves. C'est ce que je vous dis. Je vous réponds, mais d'une autre manière. Je n'ai pas à dire 10 ans c'est bon ou 10 ans c'est mauvais. 10 ans peut être justifié si c'est basé sur des faits, sur des preuves qu'il a volé. Au cas où ça s'avérait vrai. Eh bien, je ne peux pas supposer, moi, je suis responsable politique. Plus de 10 ans. Je veux que, avec le temps, quand nous avons tous les éléments, nous saurons dire que c'est justifié ou pas. Mais alors, nous prenons acte et nous regardons. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Est-ce que cette procédure, au regard des autres procès précédents, d'autres affaires précédentes, est-ce que vous croyez que cette procédure vraiment va aller jusqu'au bout, ou demain il y aura des grâces présidentielles, il y aura des arrangements politiques par rapport à cette affaire? Mais le seul règlement possible quand quelqu'un est condamné, c'est un règlement politique. On ne va pas se voiler la face. Ça finit toujours comme ça. J'ai dit, le seul règlement possible dans ce type de situation, c'est un règlement politique. S'il y a quelque chose à remédier, c'est sur le plan politique. Mais à mon sens, la plus grande victime, c'est le peuple. Et le peuple, lui, il attend que l'argent rentre dans les caisses. Et donc, le règlement politique, s'il y a, il doit être dans ce sens-là, que l'argent soit rendu au peuple. Ça sera une première, parce que toutes ces affaires... Oui, ça sera une première pour dire, et d'ailleurs vous corroborez ma thèse qui dit toujours que tout ce qui a été comme simulacre de procès n'a pas servi d'exemple tout au long du régime Tshisekedi. Mais encore une fois, je ne vais pas qu'on confonde vitesse et précipitation. Nous voulons d'abord avoir les preuves que c'est les faits, c'est les faits qui ont prévalu. Les juges ont décidé sur base des faits et non si une forme de règlement des comptes. Mais les procureurs avaient présenté tous les faits. Enfin, vous savez que tous disent la même chose. Ceux qui sont acquittés, ceux qui ont été acquittés dans le cadre du procès 600 jours, on nous a dit également que c'est si bas des faits. Mais quand on regarde les faits, on dit que si on avait tenu compte des faits, beaucoup seraient encore en prison aujourd'hui. Et ceux qui ont été déclarés innocents seraient renvoyés en prison aujourd'hui si jamais on ouvrait le procès. Donc, c'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. C'est pas parce que c'est vrai que c'est logique. Le temps finit toujours. L'avantage de la vérité, c'est qu'elle n'a pas besoin d'alliés. Et la vérité viendra nous dire, dans tous ces procès-là, la vérité était où? Elle était dite ou pas? Nous le saurons. Alors, comment est-ce que vous réagissez par rapport à la réaction, si je peux dire ça, de la population après l'arrêt de la cour? Des gens entendus, c'est du théâtre, il sera libéré. Comment est-ce que vous analysez cette réaction de la population? La population en a marre? Mais la population, ce n'est pas la population qui parle. C'est l'expérience qui parle à travers la bouche de la population. Ils ont vu tous les simulacres des procès ici, toutes les enquêtes qui ont été ouvertes et qui n'ont jamais abouti, des procès télévisés et qui, lors des conclusions et des sentences, on a fait des huis clos. Des gens envoyés en prison et 3 semaines après, ils sont en train de manger des tacos en Europe.
quand ils ont vu ce qu'ils ont vu, ils ont le droit de dire ce qu'ils disent. Voilà, le débat autour de cette affaire, c'était aussi les immunités. Quelle est votre lecture? Parce qu'on a suivi à l'Assemblée nationale des immunités qui protégeaient les immunités de Matata Pogno, qui devait d'abord lever ses immunités. Au niveau du procureur, il dit les immunités, c'est par rapport à la fonction et non par rapport à la personne. Il est vrai qu'au Congo, on a tendance à confondre immunité et impunité. Tout celui qui est responsable des charges publiques a le devoir de redevabilité. C'est un principe. Que vous soyez président, que vous soyez premier ministre, que vous soyez ministre, que vous soyez député, vous répondez. Donc moi, sincèrement, c'est un avis personnel. Quand il faut répondre de la manière dont il a géré, il n'y a pas d'immunité. L'immunité, c'est pour vous protéger par rapport à la fonction, mais aussi par rapport aux actes positifs commis pendant la fonction. Vous ne pouvez pas tuer quelqu'un pour dire « je l'ai tué quand j'avais des immunités » et donc les immunités me protègent contre ça. Les immunités, la notion d'immunité est une notion limitative. Et ce n'est pas un bouclier contre toutes sortes d'actes délictueux que vous auriez commis pendant la fonction. Non. Mais à ce qui concerne le procès Bukangalonzo, je pense que l'argument de prévoir les immunités en toute honnêteté n'avait pas de sens. S'il y avait quelque chose à reprocher à la Cour, c'est cette façon-là de dire nous sommes compétentes, je parle de la Cour, et après, non, nous ne sommes pas compétentes, et nous ne pouvons pas nous saisir de l'affaire. Donc, ces va-et-vient, ces contradictions-là ont inspiré à certains de qualifier ce procès-là d'un procès politique. Voilà pourquoi les procédures doivent être à la fois être souples, claires, lisibles et compréhensibles par tous. Quand la forme pose problème, c'est normal que les gens en déduisent que le fond le sera également. Évidemment que dans le procès Matata, enfin, je ne vais pas dire procès Matata, je retire même procès Bukangalonzo, je comprenais les ras-le-bol, une forme de déception qu'avait Matata lui-même et ses avocats, parce que rien n'a été, enfin, tout n'a pas été bien mené. On avait l'impression qu'il y avait une forme de zélé dans certains juges. On se demandait, mais c'était un procès pour réhabiliter l'État qui a été préjudicié ou c'est un procès pour faire plaisir au juge lui-même? Voilà. Voilà. Merci Prince Epenge. Alors un dernier sujet judiciaire, c'est l'affaire de la levée des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Il y a eu une commission spéciale qui a été mise en place au Sénat et d'ailleurs, il a été invité. Il ne s'est pas présenté, Joseph Kabila. Quelle analyse vous faites de cette affaire? Joseph Kabila qui est accusé d'être de mèche avec les rebelles de la FCM 23. J'ai suivi Madame Nefertiti, je crois rapporteur du Sénat. Le réquisitoire tel que livré par la dite rapporteur était lourd, du moins dans sa première partie. Quand on parle d'un projet d'assassinat de M. Félix Tshisekedi qui aurait été concocté, je ne sais pas par qui, ou à défaut, un coup d'État aurait été
commis pour chasser Tshisekedi du pouvoir par les armes, au sein de la MOUCA, au sein de la DD Congo, nous pensons que si ces allégations étaient avérées, elles sont d'une extrême gravité. Et nous ne pouvons que condamner. Nous disons, nous n'accepterons que quelqu'un intente à la vie de Félix Tshisekedi. Lumumba est déjà, Lumumba a payé de sa vie, Mouzé Kabila a payé de sa vie. Aucun Congolais ne peut quitter le pouvoir en même temps qu'il perd sa vie. J'ai dit bien si cela est vrai, tel que Mme Nefertiti avait lu les réquisitoires contre Kabila. Nous décourageons tout celui qui peut amener ce type de projet. Tshisekedi est ce qu'il est. Il a mal géré le pays. Il a géré le pays comme une association, comme l'association Banakin, ou en tout cas il s'en est inspiré, avec légèreté, avec des décisions à l'emporte-pièce, avec une attitude condescendante et humiliante envers les opposants et même notre peuple, qu'il a affamé à volonté. C'est Kabila Tshisekedi a mené un projet diabolique qui visait à changer la Constitution. Donc Tshisekedi est fautif dans beaucoup de choses. Mais malgré cela, nous ne pouvons tolérer qu'on amène un projet de l'assassiner. Jamais. Jamais on n'accepterait qu'un président congolais soit assassiné. Même si Tshisekedi usurpe le pouvoir parce que c'est le cas, jamais nous n'accepterons cela. Je l'ai dit comme président de la DD Congo, je l'ai dit comme porte-parole de la MOUCA. C'est notre sang. Tshisekedi, c'est notre sang. C'est notre frère. Jamais on n'acceptera qu'un pays étranger vienne concocter. Ni un pays étranger, ni les Congolais même. Ça suffit avec ce type de méthode. Tshisekedi, nous préférons encore que les peuples se mettent dans la rue pour le chasser parce qu'il a mal gouverné. Que l'on prenne sa vie. Mais dans ce même réquisitoire, nous entendons, nous avons suivi Mme Nefertiti dire que Kabila était à Goma. Et comme preuve, ici tu es la RFI, TV5 Monde, ici tu es un militaire du PPRD. C'est irresponsable, c'est même ridicule. J'aurais souhaité que des bêtises comme ça ne soient pas dans ces réquisitoires-là. Parce que un État sérieux ne peut pas se baser que sur des déclarations de télévision, alors qu'il a des services de renseignement qui nous coûtent des millions de dollars chaque mois. Pour dire que ce régime, ce n'est pas un régime sérieux. Et en définitive, nous disons, ce que c'est fait au Sénat est un très mauvais pas qui est effectué dans une mauvaise direction à la fois. Donc vous êtes contre cette démarche nous de la levée des pensons qu'il faut privilégier les dialogues plutôt que la confrontation. Pourquoi? Parce que nous, la MOUCA, avec Martin Fayulu, et Penge a dit ici, pendant les meetings de mon parti de Congo, pendant les meetings de la MOUCA, nous avons prêché, nous étions à l'extérieur, que l'ère du dialogue est arrivée. L'ère de la cohésion nationale est arrivée. L'ère des vérités et réconciliation est arrivée. Kabila est un ancien président. Il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Et il soutient la FC. Il n'est pas n'importe qui. Il soutient les rebelles, alors on doit... Selon les affirmations de Félix Tshisekedi. Oui. Kabila dit qu'il est disposé à dialoguer. Qu'il rentre au pays. Que même les réquisitoires là de Nefertiti, lui pas Nefertiti, qu'on lui oppose ces réquisitoires et qu'on entende sa réponse. Nanga dit qu'il est prêt aussi à discuter. Ce que Nanga fait est condamnable, mais il dit qu'il est prêt à discuter. Donc on doit les entendre. Katoumbi dit qu'il est prêt à discuter. Autour d'une table. Martin Fayulu, qui est la principale victime, il faut que vous le souligniez. Défendez la vérité, vous, des médias. Que Fayulu est la victime avec le peuple congolais du complot ou dit par Kabila, Nanga et Félix en 2018. Parce que la crise actuelle au Congo, c'est les deals signés entre Félix Nanga et Kabila. Ce sont techniques. Si je comprends bien. Martin Fayulu dit il est prêt à dialoguer. Et il est le premier qui a utilisé la sagesse de Salomon en disant
vous m'avez dépossédé de mon pouvoir. Vous avez prévu le peuple congolais de sa victoire. Parce que beaucoup de Congolais condamnent le peuple est à mort, il ne fait rien. Mais ce peuple s'est déjà distingué en 2018. Il a fait son job, il a fait son job. Mais à cause de l'arrangement particulier entre Félix Nanga et Kabila, on a privé ce peuple du pouvoir et aujourd'hui nous avons des dents agacées à cause du deal de Kigakati. C'est-à-dire quoi? Donc, tous ces Congolais maintenant, qui prennent des armes. Je peux poser ma question. Ouais. Nous disons, je chute, nous disons, parce que tout le monde est prêt à parler. D'ailleurs, vous avez constaté que nous avons signé un communiqué ensemble avec Kabila. Donc vous êtes maintenant ensemble avec Kabila. Raison là pour laquelle vous demandez un dialogue au lieu de les traduire en justice. Nous sommes d'accord que tout le monde dépose les armes. Est-ce que vous avez lu notre communiqué? Parce qu'ADD Congo en a fait beaucoup écho. La MOUCA en a fait beaucoup écho. Vous savez, mon parti, nous n'avons fait que prêcher ces communiqués-là. ADD Congo a beaucoup parlé de ces communiqués. Et je vous vraiment suggère de lire les communiqués de l'opposition. Nous ne sommes pas les alliés de Kabila. Mais nous avons dit que tout celui qui est prêt à parler paix et non la guerre, nous sommes prêts à parler avec lui. Et Kabila a dit qu'il était prêt à parler. Et ce n'est qu'en parlant qu'on trouve les solutions. Après, il y aura partage de paix, madame. La paix ne se fait pas avec sa copine ou avec son ami. La paix se fait avec l'adversaire, avec l'ennemi. Rappelez-vous quand Félix Tshisekedi, quand Kabila prend le pouvoir, quand Kabila nomme Félix Tshisekedi, son premier discours en 2019, les jours même où Nangala proclamé président, faussement, Félix Tshisekedi prend la parole à la 10e heure aux côtés de Kamere. Qu'est-ce qu'il avait dit? À partir d'aujourd'hui, Kabila est devenu n'est plus notre ennemi, n'est plus notre adversaire. Il est devenu le partenaire de l'alternance. Mais là, c'était avant. À partir d'aujourd'hui, nous devons nous embrasser. Avant qu'il soutienne l'AFC. Parce que le problème aujourd'hui... Il le disait tout en sachant qu'il a privé Fayoulou cette victoire-là. Malgré cela, il le disait. C'est-à-dire que si hier, il a serré la main de Kabila, au nom de l'unité du Congo, au nom de la paix que nous voulons immédiatement, il peut encore resserrer cette main-là. Mais nous disons ceci. Voilà, nous disons ceci. Créons les conditions pour l'unité. Nous attendons la sagesse. Parce que la démarche du Sénat, ce n'est pas pour la paix, c'est pour aggraver la crise. C'est pour aggraver la crise. Mais ça va aussi servir d'exemple. Vous savez tous les mal que Kabila nous a fait, non? C'est à cause de Kabila que Félix nous a qualifié d'opposé à PT, opposé à Nzala. Vous le savez. Sous le régime Kabila, on a tiré sur Martin Fayoulou. Il a eu les têtes gonflées. Aujourd'hui, la tombe de Martin Fayoulou peut-être Matite Sebimakala. Mais malgré cela, il a dit qu'il est prêt à parler avec lui. Félix ici a envoyé des policiers pour déshabiller Martin Fayoulou en pleine marche à la Tchangou. On a crevé ses pneus. Mais malgré cela, il dit que Félix et mon frère sont prêts à parler. Pour sauver Goma, pour sauver Bukavu, pour sauver Bunagana, pour que les sangs cessent de couler. On dit 3 morts chaque jour à l'est du pays. Vous avez entendu les statistiques macabres? C'est-à-dire quoi? Quelque part, si vous êtes juste, c'est-à-dire quoi après ces pays? Vous n'attendez pas que tous les membres de la MOUCA partent comme le professeur Kalele, père son âme, comme les doyens Kalele, qui a milité pendant des années, qui est resté constant, pour qu'après vous disiez Kalele était un grand. Aujourd'hui, les gens disent Kalele était un grand. Mais son vivant, combien l'ont dit? N'entendez pas qu'il faut le maire pour que vous puissiez reconnaître sa grandeur d'esprit, sa hauteur d'esprit. Le fait qu'il s'est mis au-dessus de la mêlée en disant tous, vous avez fait du mal. Mais moi, je vais parler avec vous. Parce que ce qui m'importe, c'est sauver mon pays. L'unité du Congo pour laquelle le monde est mort, Mobutu a consacré une bonne partie de sa vie et que Mouzé et les autres, nous sommes bâtis. Même Étienne Tshisekedi Wamulumba. Donc, bref, pour conclure, ici, il faut que l'on parle. Et c'est urgent, c'est urgent parce qu'on a l'impression que pour Félix Tshisekedi, Goma, c'est un territoire de l'Asie mineure. Non, Goma est congolais. Il faut faire vite. C'est pas un Américain qui donnera sa vie pour Goma. C'est les Congolais qui doivent se donner le temps pour sauver Goma. Et c'est temps est arrivé. Donc si aujourd'hui les Congolais se mettent autour d'une table, ça va mettre fin à la guerre. Mais cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. Mais la guerre paix n'est pas datée d'aujourd'hui. Mais les solutions doivent dater d'aujourd'hui. Okay. En parlant, nous connaîtrons la vérité et nous donnerons une bonne thérapie. Parce que Félix accuse Kabila. Mais si Kabila vient, on va lui dire, messieurs, si c'est vrai, c'est lui.
on va lui dire, messieurs, tu dois arrêter vite. Et s'il ne le fait pas, Kabila ne résistera face à l'unité de toute la nation. Si Nanga vient, on lui dit, Nanga, arrêtez ça. S'il refuse, vous croyez que Nanga va résister à l'unité de tous les enfants du Congo? Si c'est Félix qui ne veut pas changer les choses, qui ne veut pas renoncer à son arrogance et au fait qu'il veut tripatuer la Constitution, Félix va résister à toute l'unité du Congo et de l'opposition? Non. Même nous ne saurons pas. Ce que le peuple va décider à ce dialogue, c'est ce que l'on fera et ça appliquera. Vous croyez Kagame, même s'il instrumentalise les gens, appelle l'unité qui va se dégager dans ce dialogue, les recommandations, Kagame va continuer à manipuler qui? Si le monde l'avait dit dans sa lettre adressée à sa femme, Pauline, alors qu'il voulait sauver sa peau, quand on voulait l'assassiner, le monde avait dit que vous devez vous méfier face aux ennemis extérieurs du pays. Mais vous devez également faire attention aux ennemis intérieurs. Si nous en sommes là, c'est à cause des ennemis intérieurs d'abord. Kagame. Vous croyez que Kagame est entré ici sans la complicité des Congolais? Sans la gestion arrogante de ce régime ici? Ou quand chaque fois qu'on arrive au pouvoir, on pense que les Congos a commencé par nous, il va s'arrêter par nous. On oublie que nous sommes les simples locataires. C'est l'arrogance du régime Tshisekedi qui a aggravé aussi la situation. C'est la complicité aussi du régime passé. Donc, bref, chaque Congolais a une part de responsabilité, surtout l'élite institutionnelle et non institutionnelle. Merci, donc, Prince. Voilà pourquoi ce dialogue-là, c'est une occasion. Nous allons cracher tout, mais nous allons également nous dire des vérités. Mais pas le, nous avons des vérités à dire à Félix. Partage de cadeaux. Félix a des vérités à dire à Kabila. Kabila a des vérités à dire à Félix. Nous, on a des vérités à dire à Nanga. Nanga a des vérités à dire et à Kabila et à Félix. C'est l'occasion peut-être aussi. Pas le partage des postes. Hein. À la fin, ça sera le partage des postes. Et Peng devient ministre et après, il est au pouvoir. Si le dialogue est décidé qu'en partageant les postes, la paix viendra au Congo, croyez-moi, des politiques que nous sommes, nous allons nous assumer. Mais ceci n'est pas l'objectif ni numéro 1, ni numéro 2, ni numéro 3 de ce que nous appelons comme dialogue. L'objectif numéro 1 à ce qui concerne la Moukade de Congo, c'est remettre la paix. Qu'aujourd'hui, madame Gisèle, vous payez votre billet d'avion, vous allez à Goma. Que demain, nous reprenions le pouvoir, qu'il fallait qu'on construise une autoroute d'ici jusqu'à Goma. C'est ça l'objectif de la paix que nous voulons. Merci, Prince Epenge. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est un honneur, madame. C'est la fin de ce magazine au-delà de l'actualité. Madame, messieurs, je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir.